persiste et perdure. Et c'est absolument généralisé, pas dans la région, pas spécialement en Afrique centrale, mais dans tous les pays pétroliers. Sauf qu'avec le cas de la France-Afrique, eh bien, il y a une dimension politique supplémentaire qui fait que la France couve affectueusement depuis des décennies ces régimes et les maintient en place au nom d'intérêts purement économiques. Et sur l'affaire des biens mal acquis, de quoi s'agit-il? De blanchiment, purement et simplement, et aussi d'enrichissement personnel? Oui, complètement, c'est de l'enrichissement personnel. Alors, l'affaire des biens mal acquis commence à être un peu ancienne. 2006, dépôt d'une plainte pour recel de détournement de fonds publics en France contre plusieurs chefs d'État africains, parce qu'ils disposent en France d'un patrimoine immobilier absolument colossal. C'est un secret de polichinelle, sauf qu'une fois de plus, ça ne peut pas être parfaitement documenté, et c'est compliqué d'écrire sur le sujet. Là, d'un seul coup, eh bien, l'enquête préliminaire qui est ouverte va permettre de révéler l'étendue de ce patrimoine immobilier. Après, il y a une bataille judiciaire, évidemment, pour la désignation d'un juge d'instruction, parce que le gouvernement de l'époque était évidemment très hostile à l'ouverture d'une telle enquête, qui a permis de révéler au grand jour comment les amis du président s'enrichissaient. Et cette enquête se poursuit. Aujourd'hui, il y a quand même des mises en examen, notamment le fils du président de la Guinée équatoriale, qui est également leur vice-président, et qui détient un patrimoine immobilier absolument démentiel en France. Il s'agit notamment d'un immeuble de 6 000 m² au 42 avenue Foch, évalué à 150 millions d'euros. Un patrimoine également aux États-Unis, des villas, des yachts. Son salaire officiel est de 5 000 $ par mois. Donc il y a quand même un hiatus absolument extraordinaire. Et cette enquête permet de parler des choses plus simplement, plus ouvertement pour les médias, et donc d'étaler et de révéler au grand jour, en toute confiance, eh bien, l'étendue de ce patrimoine. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, le débat, il n'est plus franco-français, il n'intéresse pas seulement les spécialistes de la France-Afrique, mais est récupéré par la société civile en Afrique, et pas seulement dans les pays qui sont visés par ces plaintes, et que la question du détournement de l'argent public eh bien, devient un vrai sujet politique. Mais c'est ça aussi qui est très intéressant dans toute cette affaire. Vous avez employé le mot documenté, et là notre émission s'appelle Retour sur nos enquêtes. On se dit qu'en fait vous racontez une histoire que tout le monde connaissait, dont beaucoup de monde profitait, puisqu'on voit dans le film de Patrick Banquet que tous les partis politiques traditionnels allaient vraiment toucher des valises, des sacs de sport, de billets dans les hôtels parisiens. Bref, que tout ça a été continue de voilà. Profiter. Et ce système continue. Changé, mais comme le disait retours, monsieur, que ça. Alors, les médias au Gabon, ils sont tenus, mais les médias français, il a fallu quand même des décennies pour que les choses soient justement documentées et écrites. Enfin, c'est étonnant. Donc, vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, vous avez entendu? Est-ce que là, hein, ceux-là qui parlent là, c'est des blancs, hein? Vous voyez, non? Hein? Ils parlent de la France-Afrique, des sacs d'argent, hein, la mafia. Donc, moi, Luthier, j'ai le plein droit de parler. C'est ce que j'ai dit à la police des frontières et aux douaniers. Je vais continuer à pointer de doigt parce que la France se tue. J'ai parlé des 15 millions de morts de la RDC et 10 millions de femmes violentées sexuellement. Vous savez quoi? Il y avait des gens de la douane française. Ils étaient sidérés. Il y en a qui ont dit en tout cas 15 millions de morts, 10 millions de femmes violentées. Hein? J'ai dit oui, ça se passe en RDC. Silence total. Et j'ai dit c'est à cause des pillages du cobalt et du tantal et du coltan et fabrication des voitures électriques, fabrication des voitures volantes, fabrication de toute la technologie que les gens aiment, les TGV, nouveaux TGV français. Il y a ces minéraux dedans, tantal, cobalt, coltan, hein? Le tramway, les nouveaux styles de tramway en France, coltan, tantal, hein? et cobalt. Il y en a dedans. La médecine utilise aussi le cobalt. Donc vous voyez, monsieur le président, bienvenue dans le monde de la consommation, le monde qui tue immensement le peuple noir en Afrique, l'esclavagisme. La France a pris pas mal des Noirs, le Portugal, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, tout le monde. Est-ce qu'ils ont demandé pardon des crimes contre l'humanité, des êtres humains vendus comme des animaux? Mais monsieur le président Emmanuel Macron, et vous voulez que nous restions tranquilles? Mais non, non!
Et ça, je le dirai même devant les juges, si on me convoque. Je dirai, il n'est pas question que moi, je reste calme. Je continuerai à parler. Il y en a marre. Vous croyez que dans ma vie, la vie que j'ai là, il y a des générations hypothéquées, sacrifiées immensement. À cause de qui? La politique de la France. À cause de qui? La politique de l'Allemagne. Parce que Angela Merkel, elle fait une politique dangereuse, et, même pire que la France, mais tout en douceur. Est-ce que vous voyez? Les États-Unis, pareillement. Donald Trump, à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand je serai président élu, je finirai avec tous les dictateurs africains. Est-ce que Donald Trump a fini avec les dictateurs africains? Ils sont là. Ils sont là. Monsieur le Président Emmanuel Macron, les problèmes de l'Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. On n'a pas besoin de la communauté internationale, des casques bleus, on n'a pas besoin. Vous voyez la RDC là, les casques bleus qui sont là-bas, 35 000, qu'ils dégagent de la RDC, qu'ils repartent chez eux, qu'ils laissent les Congolais régler les problèmes avec les Rwandais Tutsis. Parce que les Rwandais Tutsis, ils ne sont pas 90 millions. Mais le peuple congolais, ils sont 90 millions. Mais vous allez voir, la révolution, elle va venir en RDC. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de la RDC, arrêtez d'envoyer les Western Union en RDC. Quand vous allez arrêter, la révolution va démarrer. Parce que tant que vous allez envoyer l'argent, les Congolais diront, oh, on a nos banques là-bas en Europe ou aux États-Unis qui nous envoient l'argent. Ils ne vont pas bouger. J'ai dit, arrêtez d'envoyer l'argent. Il faut que la révolution démarre. Voilà, Monsieur le Président. On va continuer à suivre cette vidéo. Très intéressante, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Des blancs journalistes qui pointent la France. Des sacs de sport d'argent. Des mallettes. Mais oui, mais moi c'est ce que je dis. Et je continuerai. La France de merde. Champion dans le vol. Purée. Et là, on est dans le secret d'État quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le secret d'État. Le financement qui a continué sous Sarkozy, sous Hollande, bon là pour moi je suis un peu décalé, mais là, je ne sais pas où ça en est, mais sous Sarkozy, ça a continué. Robert Bongi me racontait hors caméra qu'il continuait à recevoir des enveloppes et à les distribuer, donc ce système perdure. Et c'est vrai que là, enfin, comme toutes les affaires que vous révélez, on est dans le secret d'État. C'est comme quand on dit que la campagne de Sarkozy est financée par la Libye, c'est un secret d'État que vous avez du mal à faire apparaître. Donc ça, effectivement, ça perdure. On n'est plus dans cette espèce de situation où la France dictait sa politique à ces pays-là, mais il continue à y avoir du financement pour des tas de raisons, pour des tas d'affaires qui se jouent encore en Afrique. Fabrice. En fait, l'intérêt de la judiciarisation qui était évoquée tout à l'heure, c'est qu'en effet, elle permet de mettre des documents implacables sur des réalités qu'on savait par témoignage, parce que des acteurs directs ou indirects racontaient les choses. Et il y a une force documentaire, à un moment donné, qui n'autorise plus l'esquive. Alors, il y aura toujours des gens pour dire « mais ça, on le savait, mais pourquoi vous nous racontez encore ça ?» ou « c'est pas si intéressant que ça, et puis les problèmes sont ailleurs », ou « attention au nouveau, au néocolonialisme ». Moi, c'est ce qu'on m'a... Au Gabon, on m'a écrit, suite à nos dernières révélations, pour dire « mais pour qui vous prenez, c'est le retour du colonialisme, etc. » Vous nous faites la leçon, etc. Moi, ce qu'on essaye de raconter, c'est comment les Gabonais sont privés de leur propre richesse par un petit clan, c'est même plus une oligarchie, c'est un tout petit clan au pouvoir qui est un clan familial. En ce qui concerne les dernières évolutions et dernières révélations gabonaises, le paradoxe, en quelque sorte, c'est que à l'origine, on s'intéresse à ça parce qu'on s'intéresse à l'affaire des biens mal acquis, et il se trouve que dans ce dossier, pour son volet gabonais, l'héritage d'Omar Bongo est au cœur du dossier. Omar Bongo est mort en juin 2009 à Barcelone, et c'était l'expression que tu utilisais, le gâteau Omar Bongo, sa fortune absolument mais
considérable doit se partager entre 53 héritiers qu'il a eu avec diverses épouses ou adoptées, mais il y a 2 légataires universels. Il n'y en a que 2, c'est ceux dont nous parlions tout à l'heure, Ali Bongo, l'actuel président, et Pascaline, qui a même été la mandataire financière de l'héritage, qui était l'ancienne directrice de cabinet de son père. Et il se trouve que dans le cadre de cette enquête, les autorités de Monaco, qui n'ont pas été spécialement diligentes vu le temps qui a passé, mais qui quand même, pour une fois, ont transmis confidentiellement des éléments au parquet national financier à Paris, ont dit, ah bah on vient de trouver, là, il y a 3 comptes chez nous, à Monaco, dans 2 banques différentes, Martin Morel et puis la BNP, où il y avait quand même la bagatelle de plus de 35 millions d'euros qui dormaient dessus. C'était des comptes dormants d'Omar Bongo, dont Omar Bongo était le bénéficiaire économique, dont Pascaline était l'une des titulaires avec elle, sur laquelle elle avait la procuration. Et donc, ça pourrait intéresser votre enquête sur les biens mal acquis. En effet, le parquet de Paris a décidé d'élargir le champ de l'enquête et d'inclure ces comptes bancaires cachés qui sont dans la succession d'Omar Bongo, estimant qu'ils pouvaient eux aussi participer à une sorte de recel de détournement de fonds publics. Et c'est ces révélations-là que nous avions fait il y a à peu près 1 mois, liées à l'évolution judiciaire, qui nous ont permis d'avoir accès à une masse documentaire absolument vertigineuse sur l'héritage d'Omar Bongo, mais qui, elle, cette masse documentaire, n'est pas dans le dossier judiciaire. Donc là, c'est complètement extra-judiciaire. C'est ce qu'on a appelé les Bongolix, en effet, parce qu'on voit à quel point l'héritage d'Omar Bongo, à tous les sens du terme, qu'il soit financier ou politique. Voilà. Voilà. Bon. Je sais pas là pourquoi il fait ça. Oh là 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 là. Voilà. Donc, vous avez suivi, Monsieur le Président de la République. Donc, pour les 50 minutes, le policier avait toujours ma carte d'identité. Le policier est parti regarder dans un bureau en face. Et là où il y a plusieurs ordinateurs, est revenu après m'a restitué ma carte. Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit? De toute façon, il y a un dossier qui est en cours sur vous. J'ai dit, un dossier qui est en cours sur moi, bienvenue dans le monde des dossiers en cours. Des dossiers en cours, mais qui ne vont pas m'effrayer, Monsieur le Président Emmanuel Macron. La France, elle pille en Afrique. La France, elle tue en Afrique. La France, elle détruit immensement. Génération sur génération. Tout ce que je suis allé à l'école à Brazzaville, tous a été tué par Sassou. Sassou, votre meilleur ami, votre parent, que vous avez reçu en grande pompe à l'Élysée, pour votre fameuse conférence, climatique, changement climatique, soi-disant que les présidents africains devaient donner de l'argent. Mais Donald Trump, est-ce qu'il est venu à votre truc climatique? Il avait bien dit que ce n'est qu'une mafia pour détourner l'argent. Est-ce que l'argent, on a besoin pour le changement climatique? Mais changement climatique, c'est naturel, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Parce que il y a changement climatique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les êtres humains se sont intéressés plus au matériel sur Terre, l'argent. Ils ont tué immensement des êtres humains, plus que des robinets d'eau potable en Afrique. Il n'y a pas de robinets d'eau potable en Afrique. Donc, Monsieur le Président, la France et le reste du monde continuent maintenant à baver, à subir les conséquences. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, qui n'est qu'un nouvel ordre mondial pourriture. Les pays vont assumer ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Vous trouvez que c'est normal? Il y a des millions et des millions d'êtres humains sur Terre qui ne mangent pas à leur faim, qui ne travaillent pas.
Hein? Vous trouvez que c'est normal? Il y a des millions des enfants qui ne sont pas envoyés à l'école, mais qui travaillent dans des champs de mines en Afrique. Vous trouvez que c'est normal? Il y a des enfants qui travaillent dans des champs de cacao et de café en Côte d'Ivoire. Vous trouvez que c'est normal? Mais Monsieur le Président, on se moque de qui? Hein? Donc, le tiers africain continuera à parler. Voilà, Monsieur le Président, on va continuer un peu à suivre cette vidéo. Il y en a marre. Hein? Effrayer un tiers africain? Non. Jamais quelqu'un va m'effrayer. N'ont pas été spécialement diligentes vu le temps qui a passé, mais qui quand même, pour une fois, ont transmis confidentiellement des éléments au parquet national financier à Paris. On dit, ah bah on vient de trouver, là, il y a 3 comptes. Chez nous, à Monaco, dans 2 banques différentes, Martin Morel et puis la BNP, où il y avait quand même la bagatelle de plus de 35 millions d'euros qui dormaient dessus. C'était des comptes dormants d'Omar Bongo, dont Omar Bongo était le bénéficiaire économique, dont Pascaline était l'une des titulaires avec elle avait la procuration. Et donc, ça pourrait intéresser votre enquête sur les biens mal acquis. En effet, le parquet de Paris a décidé d'élargir le champ de l'enquête et d'inclure ces comptes bancaires cachés qui sont dans la succession d'Omar Bongo, estimant qu'ils pouvaient eux aussi participer à une sorte de recel de détournement de fonds publics. Et c'est ces révélations-là que nous avions fait il y a à peu près 1 mois, liées à l'évolution judiciaire, qui nous ont permis d'avoir accès à une masse documentaire absolument vertigineuse sur l'héritage d'Omar Bongo, mais qui, elle, cette masse documentaire, n'est pas dans le dossier judiciaire. Donc là, c'est complètement extra-judiciaire. C'est ce qu'on a appelé les Bongolix, en effet, parce qu'on voit à quel point l'héritage d'Omar Bongo, à tous les sens du terme, qu'il soit financier ou politique, sont susceptibles encore aujourd'hui, 5 ans après sa mort, 6 ans après sa mort, d'avoir des conséquences énormes pour Ali Bongo, que ce soit d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue citoyen et même d'un point de vue politique, puisque dans 1 an, il doit y avoir des élections présidentielles. On peut presque raconter la scène parce qu'elle a quelque chose d'hallucinant, enfin de surréaliste, comme on dit toujours, c'est-à-dire qu'il y a une discussion de succession, ce qui après tout est une grande banalité. Un conseil de famille. Un conseil de famille, à part que voilà, il y a 52, 53 enfants, c'est à Libreville, c'est un étage d'hôtel, voilà, c'est les notaires, des représentants des avocats français de chaque membre de la famille. Et en fait, ce que vous publiez, Fabrice, c'est un document qui est un document notarié où il y a les biens listés d'Omar Bongo, donc il y a les appartements parisiens, il y a Gilles. Il y a une partie, c'est une petite partie, et elle est déjà vertigineuse. En effet, c'est une réunion de, je sais pas comment dire, d'étapes sur la succession Bongo. C'était l'an dernier dans un hôtel à Libreville, l'Étoile d'Or, dans mon souvenir, le nom de l'hôtel. Et il se trouve que ce conseil de famille a fait l'objet d'un acte huissier, avec un procès-verbal d'huissier. Et donc c'est vrai que là, sous nos yeux, se déroule noir sur blanc, de manière documentée, pour reprendre l'expression, comment on se partage un gâteau absolument faramineux qui n'est que le produit d'une prévarication ou d'une corruption, d'une illégalité. Alors on découvre que les Bongos sont propriétaires d'un point de vue foncier, des terres, une grande partie du pays. À titre personnel, on découvre qu'ils ont, c'est ce que nous documenterons ensuite, des actions dans tout ce qu'il se fait dans l'économie locale. C'est-à-dire qu'ils tirent des bénéfices personnels de l'activité, du PIB du pays. Encore une fois, dans un pays où, même dans un pays prospère, ce serait scandaleux, mais a fortiori dans un pays où socialement, c'est quand même dévasté. Bon, on découvre aussi, par exemple, pour l'anecdote, mais c'est intéressant, puisque vous savez que le Gabon nous renseigne aussi sur une histoire politique française qui a été celle du SAC, celle des années Pasqua, des milieux corso-marseillais, et on découvre que dans la succession, la famille a beaucoup de mal à récupérer un yacht, un magnifique yacht d'Omar Bongo, mais il avait demandé à un fauné de l'immatriculer, pas en son nom, un autre. Il se trouve que la personne qui a immatriculé le bateau, un prête-nom, s'appelle Jean-Baptiste Thomy. C'est le fils du parrain des parrains, celui qui est surnommé le parrain des parrains, Michel Thomy, mis en examen pour corruption en France. Et ben Jean-Baptiste ne veut pas rendre le bateau. Alors la famille est bien embêtée parce que c'est quand même lui qui l'avait immatriculé pour. Voilà. Donc il y a aussi ce genre de dimension-là, mais qui nous renseigne quand même sur les liens qui peuvent exister. Et là,
on a toujours dit, les Tomis, les Corses sont proches des Bongos et tout ça, mais là, on le voit concrètement. Alors Pardon. moi je voulais rapidement réagir. Je vous en pour prie. dire, pour moi le Gabon, c'est pas un thème de débat. Le Gabon, c'est ma patrie au sens premier du terme, la terre de mes ancêtres. Et lorsque vous avez une mère patrie et constatez un instant que le lait qui coule des seins de votre mère, les enfants crèvent de faim dans la maison, mais c'est d'autres personnes qui viennent extraire ce lait. C'est pour cela que je trouve réducteur, par exemple, lorsqu'il m'est dit que je suis, par exemple, opposant à Ali Bongo, j'ai aucun problème contre l'individu Ali Bongo. Et même, je peux aller plus loin. Je peux m'être opposant de presque tous les systèmes parce que je n'appartiens à aucun parti politique et ça ne risque pas d'être pour demain. Il y en a qui ne le savent pas, je suis prête. Voilà. Donc vous avez entendu, Monsieur le Président. Hein? Il a dit, ce grand monsieur, hein, parent africain, il vient de dire qu'il ne fait partie d'aucun parti politique. Je mets mes lunettes. Moi, le Thier africain, je ne fais partie d'aucun club politique de la France. Et tous ceux qui seront dans des corruptions frauduleuses chez nous en Afrique, moi je les pointerai de doigt. Parce que c'est pas normal au XXIe siècle de voler, de détourner immensement l'argent de l'Afrique. Les biens de l'Afrique, non, c'est pas normal. Est-ce que vous avez un peu pitié du peuple africain? Il y a des enfants en Afrique. Le matin, ils n'ont pas la possibilité de déjeuner. Ils ne déjeunent pas. À midi, ils ne mangent pas. Le soir, ils ne mangent pas. Les enfants pleurent. Les parents regardent les enfants, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que c'est normal? Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Cela me fait penser à ce que vous avez dit entre-temps, avant. Le peuple africain doit maintenant faire moins d'enfants parce que c'est les enfants qui amènent, ils font plus d'enfants et voilà pourquoi l'Afrique a pas mal de problèmes. Grandement faux. Ce sont les mallettes des billets d'argent ainsi que des valises d'argent qui font à ce que la France tue immensément le peuple africain. Oui, parce que tout cet argent-là qui devront servir à arranger les vies des autres, c'est la France qui bénéficie. Hein? Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas des écoles de ce nom en Afrique pour nos enfants. Il n'y a pas des hôpitaux pour soigner les malades. Hein? Donc, chaque citoyen mérite d'avoir accès aux soins médicaux en Afrique. Ils n'ont pas. Vous trouvez que c'est normal? Ali Bongo, s'il tombe malade là, il ne va pas être placé à l'hôpital au Gabon. Directement la France ou les États-Unis ou l'Italie ou l'Espagne. Non, mais attendez, on se moque de qui? Donc ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas des êtres humains, quoi. Hein? Non, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez menti. Je vous dis catégoriquement, vous avez menti. Et je dis à la France en marche, tous ceux qui sont dans la France en marche, vous avez menti. Oui. Et il y a des Africains qui sont dans la France en marche. Je me demande, je me pose mille questions. Est-ce que vraiment ils sont africains? Est-ce que vraiment ils aiment l'Afrique? Hein? Vous voyez ma soeur, maman Flavie Louia, elle est avec vous dans la France-Afrique. Hein? Mais elle devrait un peu dire, mais attendez, on tue chez moi au Congo, aux poules. Il y a des millions de gens qui souffrent. Hein? Mais, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que c'est ça la France en marche? Elle devrait le dire. Parce que le grand-père, André Grégor Massoua, c'est quelqu'un qui ne baissait jamais son pantalon à la France, ni sa culotte. Et moi, le Thier africain, je le ferai jamais, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Vous voyez votre club là, la Grande Loge française mystique. Jamais je serai un franc-maçon de merde. Et jamais je serai un Illuminati de merde. Parce que ce sont des sectes qui polluent l'atmosphère des gens.
La vérité doit être dite. Je vais lire ici ce qui est dit. Ce qui a commencé aura forcément une fin. Nous devons continuer à dénoncer, à sensibiliser, à manifester, à rééduquer et nous aurons le dernier mot. Voilà, ça c'est un message qu'un collègue écrit, mais c'est grandement vrai. Hein? Et les gens vont continuer à parler. Nous allons continuer à parler, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Nous allons continuer à sensibiliser. Hein? Vous voyez l'affaire de Adama Traoré. Tué dans le bus de la gendarmerie. Est-ce que c'est normal? Et après, ils ont dit qu'il a tapé une crise cardiaque. Est-ce que quelqu'un qui peut avoir une crise cardiaque et son t-shirt sera rempli de son sang? Du jamais vu, Monsieur le Président. Hein? Donc, c'est pour vous dire, il y en a marre. En Afrique, on tue trop. On fait trop souffrir le peuple africain. Il y en a marre. Il y en a marre. Là, on va suivre autre chose. Toujours. Cette vidéo, Monsieur le Président. Hein? Parce qu'elle est intéressante. Ça parle du Gabon et des autres pays d'Afrique. Outre l'enseignement, m'invite et m'oblige à dénoncer le mal. Et quand je vois les étudiants gabonais qui croupissent dans des prisons pour avoir exigé les conditions minimales d'existence, quand je vois aujourd'hui à quoi ressemble le Gabon, c'est une douleur immense quand on fait face à un tel scandale et surtout quand on se rend compte de la complicité des systèmes, que ce soit le système gabonais que le système français, parce que personne ne pouvait imaginer qu'un tel scandale d'une telle ampleur est révélé au grand jour. Même les médias français sont complices parce que c'était un complot. Personne n'en parle. Le plus gros scandale de la France-Afrique. Personne n'en parle. Mais cette complicité, comment l'expliquer, comment la comprendre aujourd'hui? Mais une chose est certaine, c'est que l'histoire est en marche. Ce qui est en train de se faire au niveau du Gabon aujourd'hui, mais ça ne reculera pas. Avec ou contre la volonté des lobbies qui essaient de bloquer cette dynamique, mais elle est inéluctablement en marche. Et moi, lorsqu'on voit cette histoire d'héritage, cette histoire de succession, il y a un autre gros débat qui est derrière, qui se cache derrière, et même à la limite on pourrait en arriver, on en arrivera là peut-être, parce que ça fait partie des révélations de Fabrice sur l'acte de naissance du président de la République. Alors, on va y revenir. Oui, je ne suis pas encore là-bas. C'est juste pour dire. Ça va être un chapitre. Moi, comme Gabonais, et je voudrais inviter ceux qui peuvent ressentir cette douleur que pourrait ressentir tout Gabonais, qui n'est pas Gabonais par intérêt, mais parce que c'est sa patrie, de se rendre compte que nous avons l'obligation d'exiger la restitution intégrale de tout ce qui a été spolié au peuple gabonais. Parce que un tel scandale n'est acceptable nulle part. Mais comme dans toute corruption, il y a un corrompu et un corruptible. Jusqu'à présent, j'attends que les différents acteurs soient démasqués. Et dans l'action, par exemple, de Bien Malaki, je voulais y dire un petit mot. J'ai quelques malaises dans ce dossier. Les malaises que moi j'ai, personnellement, c'est que quand on regarde les biens identifiés, on se rend compte qu'il y en a une soixantaine au Congo-Brazzaville. Il y en a moins de 10 en Guinée équatoriale et près d'une cinquantaine au Gabon. Mais si on interroge le citoyen lambda de la France, aujourd'hui, le plus gros scandale des biens mal acquis, c'est la Guinée équatoriale. Ce qui est un gros mensonge. Mais si c'est présenté comme ça, si c'est amplifié de la sorte, c'est qu'il y a un problème. Quelque chose qui se cache pas derrière. Nous qui sommes là devant un média, ce serait intéressant de savoir. Et même, vu de l'Afrique, vous allez interroger les Gabonais chez eux aujourd'hui, les leaders de la société civile au Gabon, comme les Marc Kona, les autres. Vous allez interroger les Camerounais, les Congolais. Celui qui est considéré, entre guillemets, je ne rentrerai pas dans ce débat politique, comme étant un des grands dictateurs de la sous-région, qui serait de la Guinée équatoriale. Mais au moins les transformations qu'il a réalisées dans son pays sont sans commune mesure avec le Gabon qui est immensément riche depuis plus de 50 ans.
et qui reste immensément pauvre. Qui reste immensément pauvre. On va en parler de tout ça. Je voulais qu'on prenne des nouvelles de Hubert Huertas du service politique de Mediapart qui est là-bas. Il est 19h. Il va bien d'ailleurs. Et comme on n'a pas le droit, évidemment, on va respecter la règle, on ne donnera aucun résultat avant 20h. Mais ce qu'il a le droit de nous dire, Hubert, c'est où en est la participation à quasiment 19h40. Nationale assez précise, l'ensemble des instituts la fixe à un petit peu plus de 50%, pour être précis. Pour l'IFOP, 51,5% du corps électoral est allé voter, pour Ipsos 51,3%, pour le CSA 51%, et pour l'Institut Harris 50,05%. Donc on est clairement au-dessus de la participation de 2011. On est également nettement au-dessus de la participation telle qu'elle était annoncée par les instituts de sondage. C'est des chiffres qui ont une très grande importance en vue du second tour. Pour quelle raison? C'est qu'il faut avoir au minimum 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour si on n'est pas arrivé premier ou second. Ce qui veut dire ce soir qu'il faudra environ, si on n'est pas arrivé premier ou second, environ 25% pour pouvoir se maintenir et donc pour qu'il puisse y avoir des triangulaires. On s'aperçoit donc qu'il y a là, avec ces chiffres, la possibilité d'un nombre de triangulaires supérieur à ce qui était prévu, mais les choses se jouant dans les cantons à un souffle et à quelques voix, on n'ira pas plus loin en tout cas. Donc, retenons cette participation supérieure. Il faut pourtant la relativiser. Elle est naturellement plus importante que prévu, et tant mieux, les Français sont allés un peu mieux voter, mais c'est une participation qui, dans l'histoire de la Ve République, en tout cas depuis 30 ans, qui reste basse. C'est la deuxième plus faible participation depuis 1981, et je n'ai pas vérifié depuis 1958, je crois que c'est également la deuxième plus faible. Il faut remonter à 1989 pour avoir une participation aussi basse. À titre d'indication et d'information, les élections cantonales de 2001, 2004 et 2008, j'espère que je ne me trompe pas, qui étaient toutefois couplées avec les régionales, ce qui leur donnait tout de même un volume plus important, un intérêt plus important. On allait jusqu'à 65% de participation. Néanmoins, dans les résultats que nous pourrons vous donner, c'est peut-être beaucoup dire, en tout cas on vous donnera quelques fourchettes, je vous donnerai quelques fourchettes des 20 heures, on commence à en disposer, mais elles ne sont pas précises et on n'a pas le droit de les donner encore, elles ne sont pas assez précises, il faudra les affiner. Cette participation peut avoir des conséquences importantes. J'ai plusieurs chiffres de villes et de départements. Le plus spectaculaire, sans doute, en termes de participation, c'est le Pas-de-Calais, où on a 12 points de plus. Alors, le Pas-de-Calais, c'est une terre socialiste, mais c'est une terre de conquête du Front National. Donc, toute la question est de savoir si ces 12,5% sont le signe de la conquête du Front National ou de la résistance du Parti socialiste. Bon, on se retrouve à 20h pour une première estimation. Les premières fourchettes, sachant que ces premières fourchettes devront être examinées avec une relative prudence, néanmoins... Monsieur le Président Emmanuel Macron, donc vous avez entendu la Ve République malade, oui, bon d'accord, mais nous restons toujours dans la catégorie du passage toujours de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique est une grande mafia qui extermine immensément des générations et des générations. En tant que père de famille, nous avons des enfants. Mes amis ont des enfants. Des parents que je connais ont des enfants. Mais monsieur le Président de la République, on ne va pas continuer comme ça. Non. Non. Il n'est pas question. J'aimerais que vous ayez un peu des enfants pour comprendre ce que c'est la douleur. Imaginez. Vous avez un enfant ou des enfants qui vont venir vous voir le matin. Papa. Bonjour papa, j'ai besoin que tu me donnes un peu d'argent. Je dois aller me payer une paire de baskets. Ou je dois aller me payer des cahiers ou des livres. Que toi, le papa, tu ne peux pas mettre la main dans la poche pour donner de l'argent aux enfants parce que tu ne travailles pas. Parce que tu es au chômage. Parce que tu as pas mal de problèmes à régler parce qu'il y a des parents qui sont en exil en Europe ou aux États-Unis
Mais leurs enfants leur demandent de l'argent, ils donnent. Mais deux fois, ils disent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils s'occupent aussi des autres qui sont leurs parents qui se trouvent en Afrique ou ailleurs. Alors, imaginez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'Afrique va mal. Vous avez des jeunes filles étudiantes. Elles ne perçoivent rien du gouvernement. Hein? Des gouvernements marionnettes de l'Afrique. Ils ne perçoivent rien. Parce que ces marionnettes travaillent pour la France et pour le reste des Occidentaux. Ces jeunes filles sont obligées d'aller dans les trottoirs vendre leur corps. Imaginez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal? Des jeunes filles qui vont au trottoir vendre leur corps parce qu'elles n'arrivent pas. Hein? Elles n'arrivent pas, elles ne reçoivent rien. Elles ont besoin de se nourrir. Parce qu'un ventre vide, est-ce qu'il ce ventre vide peut bien apprendre? Non. Hein? Donc vous voyez, Monsieur le Président, tout ça, c'est à cause de la France-Afrique. Regardez un petit pays, même un petit pays comme le Gabon, même pas 1 million d'habitants. Hein? Ils ne sont pas nombreux. Mais ce peuple devait vivre meilleurement dans les bonnes conditions. Mais le peuple souffre. Est-ce que c'est normal? Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de robinet, l'eau potable. Hein? Mais j'aimerais en France que vous bloquez l'eau potable, Monsieur le Président. Mais la France tout entière va se lever, hein, Monsieur le Président de la République. L'eau potable, numéro 1 dans la vie des êtres humains, mais qu'on refuse au peuple gabonais. Le travail, on leur refuse au peuple gabonais. Pendant ce temps, il y a pas mal de minerais sous terre gabonaise. Il y en a marre, Monsieur le Président, il y en a marre. Le Gabon, tout minerai gabonais, d'abord au peuple gabonais. Tout minerai du sous-sol congolais de la RDC, d'abord au peuple congolais de la RDC. Tout minerai du sol Congo-Brazzaville, d'abord au peuple du Congo-Brazzaville. Oui, Monsieur le Président, il y en a marre, il y en a marre. Est-ce que nous, les Africains, on peut rentrer dans des hectares des vignerons à Bordeaux ou à Toulouse? On rentre dans leurs vignerons et dire tout ce qui se trouve ici comme raisin et tout ce que vous produisez comme vin, c'est à nous. Hein? Mais ils vont faire sortir des fusils. Il y aura des centaines de gendarmes qui vont venir. Hein? Mais en Afrique, la conférence de Berlin 1884-85, je veux vous la mettre. Hein? Je veux vous la mettre. On finit d'abord à suivre d'abord ce truc, cette émission qui est géniale sur le Gabon. Après je mettrai la France, le partage de l'Afrique 1884-85, afin que vous puissiez suivre, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Voilà. Vous qui montez un dossier, soi-disant pour m'écraser. Mais personne ne peut m'écraser, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Personne ne peut m'écraser. Hein? Ancien, hein? Militaire dans l'armée française. Hein? Et ancien, hein? Dont mes parents, mes oncles ont gouverné le Congo-Brazzaville. Et cette pourriture de Sassou Nguesso, il connaît bien, hein? Qui ont gouvernement au Congo et qui étaient mes oncles. Il le sait. Hein, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Petit-fils, moi, hein, de Grégor André Massoua, hein, un résistant guerrier né avec. Et jamais je me laisserai aplatir par vos juges, par vos comédiens des systèmes en France. Jamais. Hein? C'est ce que j'ai eu à répondre aux policiers, hein, des frontières, ainsi qu'aux douaniers qui étaient à côté. J'ai dit, il n'est pas concevable qu'on puisse traiter un citoyen français comme si c'était un clandestin. On me dit, attendez à côté. On garde d'abord votre pièce d'identité. Ah bon? Est-ce que quand ma pièce d'identité, on me l'a fait, on m'a dit, attendez à côté? On ne me l'a pas dit. Mais il faut respecter les gens. François Fillon a détourné des millions. Est-ce que sa femme a été arrêtée? Non. Est-ce que François Fillon a été placé, arrêté ou en garde à vue? Non. Mais la politique, la justice française, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les faibles. Mais je veux vous dire une chose. Hein? Vous voyez la Chine, de pot de terre, elle est devenue de pot de fer.
Donc nous les résistants et les combattants, vrais de ce nom, de pots de terre nous deviendrons des pots de fer. Oui, mais monsieur le président Emmanuel Macron, il faut vous attendre. Les Africains ont compris les jeux de la France et tout le monde sont fatigués. Vous avez vu, je me suis mis en tenue africaine, le Wou. Mais je suis fier. Fier parce que je veux mettre notre Afrique au top. Hein? L'Afrique au top. Hein? Regardez la femme africaine, comment elle est belle. Regardez, monsieur le président Emmanuel Macron. Hein? Même si elle ne met pas de rouge à lèvres, des maquillages, elle est belle. Mais monsieur le président, est-ce que nous, on va se taire? Les pharaons, vous les avez fait passer pour des blancs. On l'a coupé, cassé leur nez. Hein? On a cassé des oreilles pour les faire passer pour des blancs. Mais c'est des noirs. Hein? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment l'Afrique peut être le berceau de l'humanité et le peuple africain souffre? Non, il y a problème. Il y a problème. Les estimations, alors Patrick Binquet tout à l'heure a commencé à spoiler cet extrait, c'est dommage, mais en fait, oui, comme disent les jeunes, mais quand même, on va quand même le passer. Oui, oui. Alors, le monsieur, le héros de cet extrait s'appelle Robert Bourgi, je vous la fais courte, vous me corrigerez si je me trompe, il est le successeur de Jacques Foccart aux affaires africaines, après, disons, la mort de son mentor et quelques épisodes dont ils ont été exclus, là, il revient. Il y a eu d'autres successeurs entre les deux. Voilà, il y en a eu d'autres. Et lui est resté le monsieur de l'ombre. Mais là, donc, Robert Bourgi, dans votre film, Patrick, raconte comment eh bien, tout le monde se pressait au Meurice, où Omar Bongo menait grand train et accordait audience, et comment la vie politique française, et même la vie ministérielle française, était directement sous influence des affaires gabonaises. Extrait. Voilà. Car il venait à Paris, que ce soit à l'hôtel Meurice, mais surtout à l'hôtel Crillon, des politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo. Quand j'allais voir le président Bongo au Meurice, j'étais dans les appartements privés. Mais par curiosité, j'allais dans la salle d'attente officielle. Alors là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez les gens de l'UDF. Michel Ayomari, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Philippe Douste-Blazy, Thierry Breton, Brice Hortefeux, Jean-François Copé, Renaud Dutreil, Hervé Guémard, Charles Pasqua, Xavier Darcos, François Fillon, François Bayrou, Roselyne Bachelot, Philippe Seguin, Roland Dumas, Michel Rocard, Catherine Tasca, Bernard Kouchner, Jacques Attali, Michel Barnier, Pierre Bédier, Michel de Bonnecorse, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., etc. Et il aimait bien donc suivre les jeunes espoirs. Et par exemple, lorsqu'il entendait dire que Dutreil avait de l'avenir, que Copé avait de l'avenir, eh ben, il disait, tiens, j'aimerais les rencontrer. Alors, l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Meurice, rencontrer, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Et c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit, il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, elle a Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il dit, tu portes ça à Jacques,
il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. Voilà, ça l'amuse. Robert Bourgi. Donc Patrick Borgé, votre témoin, là, héros de cet épisode, non seulement il vous parle, non seulement il vous raconte des choses quand même, on reste un peu les yeux ronds, quoi. Il y en a 5 sur 7 qui sont devenus ministres après que la liste a été visée par Omar Bongo. Il vous raconte ça, et il vous raconte ça en rigolant en plus. Alors le problème de Bourgi, c'est que c'est un homme de l'ombre qui aime les caméras. Donc voilà, il avait, d'ailleurs, c'est paradoxal. Ça a fini par lui causer des problèmes quand même, parce qu'il était un peu trop bavard, et quand on a mis 6 mois à avoir son interview, hein, ça s'est pas fait comme ça quand même. C'est vrai qu'avec Antoine Gazer, on a travaillé au corps, et une fois qu'il est devant la caméra, il se laisse aller, donc voilà. Ouais. C'est un avocat. Ouais, voilà. Un avocat d'affaires. Quand on dit que c'est le successeur de Foccart, c'est pas tout à fait ça. Monsieur Foccart, il faisait partie de l'organigramme de l'Élysée, c'est le monsieur Afrique de l'Élysée. Robert Bourgi, il ne figure dans aucun organigramme. C'est un homme de l'ombre qui a énormément d'importance, qui fait le go-between, les allers-retours entre les capitales africaines. Oui, vous avez raison, mais j'ai bien écouté. Mais il n'existe dans le film, on nous rappelle bien que Foccart n'a jamais voulu, si je me trompe pas, de fonction. Si. Non, il avait la fonction, il n'a jamais voulu toucher de salaire. C'est ça, il n'avait pas de traitement d'État. Mais il avait une petite société d'import-export qui lui permettait de vivre. Enfin, il n'y avait pas de souci pour lui. Alors, vous aussi, Xavier Harel, c'est l'un de vos héros, Robert Bourgi. C'est-à-dire que vous le représentez dans ce numéro, le numéro 7 de la revue dessinée. Donc, il y a le grain de sable sur les biens mal acquis, et vous racontez comment Robert Bourgi, qui effectivement aime les micros et les caméras, va jusqu'à la matinale de RTL pour raconter des choses que tout le monde savait, mais qui ne se répétait pas. À un moment, il se met à raconter, en fait. Oui, et il raconte, en fait, parce que petit à petit, il est mis à l'écart. C'est-à-dire que Sarkozy trouve qu'il est quand même un peu compromettant, donc il est mis à l'écart, et à un moment donné, il y a une espèce de réaction comme ça, mais moi, et donc il balance pour réexister, quoi, voilà. Donc c'est un personnage qui, effectivement, n'avait pas la carrure d'un Foccart, ou des gens qui l'ont succédé, qui étaient des gens beaucoup plus de secret, quoi. Est-ce que ça aide l'enquête ? Est-ce que ça aide l'enquête ? Les révélations de Bourgi. Ça les conforte. C'est-à-dire que à nouveau, on est dans un secret de polichinelle, mais d'un seul coup, vous avez un homme qui est au cœur du système, qui parle. Peut-être que tout n'est pas vrai, peut-être que tout n'est pas exact à la virgule près, mais il est au cœur du système et il sait comment ça fonctionne et il le raconte. Et ce qui est extraordinaire, il a donné une grande interview au JDD il y a quelques années où il raconte comment il remettait de l'argent à Jacques Chirac, à Dominique de Villepin, notamment de l'argent du président du Burkina Faso qui était transporté avec des djembés, à travers des djembés. Et Dominique de Villepin se plaint parce que ce sont des petites coupures. Et il dit Blaise déconne, c'est encore des petites coupures. Bon, ce qui est formidable avec la revue dessinée ou avec la bande dessinée en général, c'est que vous pouvez mettre en image ces moments extraordinaires. Et Robert Bourgi, évidemment, conforte un petit peu c'est un homme qui est au cœur du système, qui nous raconte comment ça fonctionne. Et évidemment, c'est absolument inacceptable que cela fonctionne ainsi. On a quand même une classe politique qui est achetée, et qui est même vendue, une grande partie de cette classe politique est vendue à ce système. Et ce système ne fonctionne qu'au service de l'argent et de régimes en place qui sont indéboulonnables parce qu'ils contrôlent et la manne pétrolière et toutes les entreprises. Oui, Sarfi, justement, on parlait d'enquête et de sujets documentés. Vous avez plutôt l'impression qu'on en est qu'au début et qu'on a projeté un peu de lumière sur quelque chose qui était totalement dans l'ombre. Mais est-ce qu'il en reste encore beaucoup à découvrir ? Il reste encore énormément à découvrir. Par exemple, nous n'avons pas encore raconté dans le détail comment s'opèrent aujourd'hui les transferts de fonds via Total. Qui reste société surpuissante au Gabon, on l'a dit plusieurs fois, pays pétrolier. J'ai évoqué cette holding familiale, Delta Synergie, qui permet de piller les ressources et l'argent du pays sur le dos de ses citoyens. Il y a, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'autres véhicules financiers à trouver concernant plus directement Total. Et évidemment, ces questions-là, elles vont se poser dans le cadre de l'héritage. C'est pour ça que la succession Bongo est une chance pour l'enquête journalistique. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de rentrer dans des querelles intrafamiliales. Ça les regarde, ça n'est pas notre problème. Il ne s'agit pas de s'insigner comme ça dans des conflits qu'il peut y avoir dans des familles. Mais
pardonnez-moi, comparaison n'est pas raison, mais quand même, c'est un peu la même chose que dans l'affaire Bettencourt. L'affaire Bettencourt, c'est un conflit familial entre une mère milliardaire, sa fille milliardaire, il y a un dandy scandaleux entre les deux, François-Marie Bagné. Mais il se trouve que de ce conflit familial naissent des informations d'intérêt public. Et c'est précisément ce qui se passe dans la succession de Bongo, parce que comme les appétits sont voraces concernant les milliards, les centaines, les milliers de milliards de francs CFA, les centaines de millions d'euros, et peut-être plus, milliards d'euros dans cette histoire, évidemment, chacun veut savoir où se trouve l'argent. Follow the money, il faut suivre cet argent. Et donc, il va y avoir des questions, je pense, qui vont être posées à Total. Comment reversez-vous l'argent à Omar Bongo, cet argent qui est le nôtre maintenant? Donc, il y a, en effet, c'est pour ça que nous avons utilisé cette expression, que la succession Bongo était une bombe à retardement pour le pays, et notamment pour un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, mais sur lequel il faut en effet revenir. Il est sensible, il est délicat à manier, mais il est important. C'est, on pourrait appeler ça l'affaire des origines d'Ali Bongo, l'actuel président du Gabon. Parce qu'il y a un débat au Gabon sur le fait de savoir si Ali Bongo est bien le fils de son père, Omar, s'il a été adopté, et pourrait remettre en cause son élection de 2009 et celle de 2016. Alors il ne s'agit pas d'avoir de jugement moral sur le fait d'être adopté, pas adopté, le fils naturel ou pas, mais il se trouve, alors que ce sujet, certes, est en effet utilisé par certains nationalistes gabonais avec des relents xénophobes, mais c'est aussi une vraie question politique, puisque la constitution du Gabon interdit à une personne qui est devenue gabonaise de pouvoir se présenter à l'élection. Il se trouve qu'il semblerait que Ali Bongo ait été en réalité adopté, qu'il venait du Biafra, sauf qu'il n'y a pas de certificat d'adoption. Il n'y a aucun document qui permet de dire, voilà, quelle est l'origine de monsieur Ali Bongo. Il a produit un acte de naissance dans le cadre de la présidence de 2009, et cet acte de naissance est truffé d'invraisemblance. Il est de toute évidence faux, cet acte. Donc il y a un débat aujourd'hui dans le cadre de la succession, puisqu'il y a des petits héritiers qui disent, mais attendez, si l'acte de naissance est faux, Ali Bongo n'a pas le droit à l'héritage. Donc ça pose aussi une question. Et donc il y a des démarches qui sont faites aujourd'hui pour savoir quelle est la vérité de la filiation. Et évidemment, ça pose au Gabon des questions qui sont très lourdes. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est pour ceux qui connaissent véritablement le Gabon, d'ailleurs, la capitale du Gabon qui est Libreville, c'est la ville des esclaves libérés. Donc, de toujours, le Gabon a toujours accueilli des étrangers. Et c'est un pays très hospitalier, de nature. Et ce beau peuple jamais n'a développé de relents xénophobes. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, je voudrais nous illustrer ici que si jamais il s'avérait qu'il avait été adopté venu du Biafra, il y a eu d'autres enfants qui ont été adoptés dans le même cas, qui sont insérés dans des familles, dans la société gabonaise, qui vivent sans complexe au Gabon. Donc c'est pas le problème. Le problème n'est pas un problème de xénophobie. Et d'ailleurs, j'en invite encore à certaines organisations internationales et autres qui invitent le Gabon à la retenue, ainsi de suite, alors que le scandale est ailleurs. Le Gabonais que je suis a besoin de savoir il est dirigé par qui. Or, il se trouve que c'est un problème constitutionnel, c'est-à-dire la loi fondamentale. S'il se trouve qu'effectivement, l'acte de naissance qu'il a produit est faux, ça voudrait dire que son élection est invalide si jamais il a été élu en 2009. Et si l'acte de naissance est invalide, il y a plusieurs conséquences. Une des conséquences les plus graves aujourd'hui, c'est parce que le Gabon est lourdement endetté depuis que ce gouvernement a pris le pouvoir, pour des projets qui n'ont jamais vu le jour. Et je ne sais pas pour quelle raison le peuple qui souffre aujourd'hui sera dans l'obligation de restituer cette dette qui n'a jamais profité au peuple. Ça tombe donc dans la problématique du droit international qu'on appelle la dette odieuse. Ça voudrait dire que ces institutions et ces États qui auraient prêté de l'argent à ce gouvernement, ils savent où saisir leur argent pour le récupérer. En gros, c'est vraiment riche de conséquences. En dehors du simple champ politique, des conséquences sont également ailleurs. C'est lourd. Et voilà pourquoi, justement, à l'international aujourd'hui, personne ne veut poser ce problème de façon réelle et crédible. Et lorsque le Gabonais lambda en parle, il est taxé de xénophobe.
J'ai entendu encore en France, ce n'était même pas xénophobe, lorsque le président Sarkozy parlait d'émettre ceux qui auraient obtenu la nationalité française de leur nationalité. Mais moi, au Gabon, cette disposition constitutionnelle, pour ce qui me concerne, j'ai fait une formation spécialisée en droits de l'homme. Je la trouve discriminatoire. Parce que j'estime que quand on est Gabonais, on doit jouir de tous les droits que tous les autres. Mais c'est le père Bongo qui a mis cette disposition dans la Constitution. Ils en assument les conséquences. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas inviter à un état de droit si le droit fondamental devient chiffon. C'est ça le débat de fond au Gabon aujourd'hui. Moi, je voulais insister un peu sur la complicité du système bancaire français, des grandes banques françaises qui sont présentes au Gabon, en Guinée équatoriale depuis un certain nombre d'années, dans lesquelles on voit, dans le cas de BNP Paribas, il y a une participation de la famille Bongo dans cette banque, et tout l'argent passe évidemment par ces banques. Et tous les systèmes de contrôle normalement, ces banques ont des obligations de s'assurer que cet argent, l'origine de cet argent est licite. Et on se rend compte que tous les contrôles et les contre-pouvoirs au sein de ces banques ne fonctionnent pas. Dans le cas du Gabon, par exemple, eh bien, il y a un certain nombre de voitures, c'est faire partie des premières révélations de l'affaire des biens mal acquis, eh bien, il y a un certain nombre de voitures qui ont été payées par le Trésor public gabonais pour Madame Bongo, Madame Feu Bongo. Eh bien, cet argent, c'était des comptes qui étaient ouverts par la pairie du Gabon à la Banque de France. Donc la Banque de France savait parfaitement que le Trésor public gabonais achetait avec de l'argent public des voitures à titre pour Madame Bongo. De la même façon, si on prend le cas de la Guinée équatoriale, on se rend compte qu'il y a énormément d'argent qui sortait de Guinée équatoriale pour alimenter le train de vie démentiel du fils du président. Les responsables de la Société Générale des banques de Guinée équatoriale ont été interrogés par la justice française. Et ce qu'il ressort des auditions, c'est qu'ils disent oui, on était face à un système, la hiérarchie était au courant, la direction de la banque était au courant, mais on a laissé faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Société Générale est tenue en termes de contrôle de l'origine des fonds, et que lorsque les enjeux financiers sont trop importants, c'est-à-dire que la manne est trop belle, la gage est trop belle, eh bien la direction dit on laisse passer. Donc c'est valable pour la Guinée équatoriale, mais c'est valable pour le Gabon, c'est valable partout. C'est-à-dire que tous les systèmes de contrôle interne des banques ne fonctionnent pas dès lors que les enjeux financiers ou politiques sont trop importants. Patrick Banquier. Pour revenir sur une question à la société civile, bon, c'est très bien, il y a tout un mouvement de contestation au sein du pays par rapport à cet héritage, etc. Mais est-ce que les leaders qui réclament aujourd'hui en gros de prendre la place d'Ali Bongo seraient aussi propres, on va dire, dans leur démarche par rapport à tout cet argent? Parce que l'opposition, enfin moi l'impression que j'avais en étant dans ce pays, c'est que l'opposition gabonaise au pouvoir en place, elle n'est pas forcément non plus... Est-ce que vous êtes sûr, vous, société civile, qu'un prochain régime ferait mieux dans la gestion de ces richesses extraordinaires? Cette question nous est régulièrement posée. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, j'étais à Bercy, et puis il y avait vraiment un vieux fonctionnaire français qui connaissait bien le système gabonais, qui me posait la question. Alors, moi je lui ai dit, si la corruption, le vol, le pillage, tout cela, tous ces mots sont inscrits dans les gènes des Gabonais, alors le moindre mal serait de permettre à ce que chaque famille puisse accéder au pouvoir. Mais si c'est les mêmes qui doivent rester là pendant 40 ans, ça crée autant de disparités. Mais ce dont je suis certain aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'ange. Il n'y en a nulle part. Mais que personne ne peut considérer un pays comme sa patrie et le traiter comme le Gabon est traité aujourd'hui. Et je pense que n'importe qui serait capable de prendre le Gabon aujourd'hui, s'il le prend par la volonté du peuple, il sera obligé de se soumettre à la volonté de ce peuple parce qu'il s'occupera de ce peuple. Mais tant que ce sont des lobbies de l'Élysée, de Total, qui vont continuer à désigner les dirigeants de nos pays, jamais le problème ne sera réglé. Mais alors, je comprends à merveille la question que vous me posez. Justement, quand je lis le travail des trois cinéastes et journalistes, il n'y a rien dans la loi française qui interdit à une entreprise, par exemple Bolloré, par exemple Bouygues, ils font des investissements en Afrique, par exemple au Gabon. Bon, passe. Mais alors que les dirigeants de ce pays
deviennent actionnaires, qu'il y ait une prise d'action de ces sociétés, ça passe comme une lettre à la poste? Ah si, je pense que c'est une question judiciaire qui va se poser, si ce n'est la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, bien sûr. Parce qu'il y a ce que décrivait Xavier, c'est-à-dire une sorte de système de raquette. Si vous voulez faire du business chez nous, il faut nous laisser une partie du capital pour qu'on en tire des dividendes privés. Mais ce racket, c'est un peu l'œuf et la poule, parce que ça interroge aussi la complicité. Et l'élément intentionnel d'un point de vue pénal des entreprises qui acceptent cette situation de fait et dont elles savent qu'elles participent à un système de détournement de fonds. Dans les enquêtes que nous avons publiées, nous avons preuve à l'appui évoqué 5 multinationales françaises qui sont en cause: Bouygues, Bolloré, Veolia, Eramet et la BNP que Xavier Harel a cité tout à l'heure. Donc voilà, les faits sont sur la table. Est-ce qu'il y a des qualifications pénales derrière? C'est possible. Est-ce que des juges vont s'emparer de ces révélations? Ça pourrait être la prochaine étape. Mais bien sûr, parce que là, l'affaire des biens mal acquis, c'est une affaire de